Podcast. Humain demain. Merci d'avoir rejoint le podcast Humain demain. Je suis avec Marc Roux, le président de l'Association française Transhumanisme, et nous recevons Raphaël Gaillard, que je vais laisser se présenter. Donc, si vous pouvez nous dire votre parcours, vos intérêts. Alors bonjour, moi je suis psychiatre, je suis professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Cité, je dirige le pôle universitaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je suis aussi chercheur en neurosciences, notamment en neurosciences cognitives, donc travaillant sur la modélisation du fonctionnement du cerveau et de plus en plus sur le développement de techniques de neuromodulation dans le champ des pathologies cérébrales, dont on sait aussi, pour ces techniques, qu'elles ont d'autres applications. Voilà très rapidement ma trajectoire. D'accord. Et donc, si je ne me trompe pas, vous avez fait une thèse sur les bases cérébrales de la conscience. Et étant donné que c'est un sujet qui est peut-être un tout petit peu hors sujet du thème de la vidéo, mais je pense que personnellement, je trouve que c'est toujours un des mystères les plus importants dans l'univers. Qu'est-ce que la conscience, d'où elle vient, etc. Donc, je me demandais si vous aviez vous-même une hypothèse sur l'émergence de la conscience, puisqu'il y a plusieurs... quand on tape théorie sur la conscience... Dans la page Wikipédia, on va trouver une liste assez longue de propositions. Il y a notamment des propositions assez extravagantes, comme le panpsychisme ou alors l'illusionnisme. Il y a aussi Integrated Information Theory, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous, un candidat pour expliquer pourquoi la conscience existe, comment elle se manifeste. Alors la première chose, c'est surtout de dire qu'on peut aujourd'hui, avec des outils scientifiques, s'intéresser à des questions qui sont des grandes questions philosophiques. Et moi, c'est ce qui m'a passionné dans cette démarche, d'aller se confronter à une question éternelle de la philosophie, la conscience, avec des outils scientifiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on peut, avec les sciences, en l'occurrence les neurosciences, se poser ces questions, c'est qu'on peut opérationnaliser les concepts et on répondra peut-être pas à des grandes questions philosophiques, justement, de fond, notamment sur l'origine de la conscience, mais sur ce qui caractérise l'émergence dans un cerveau, peut-être pas au travers de la trajectoire de l'humanité ou en amont de l'humanité, du vivant, ou au-delà du vivant, si c'est le panpsychisme, mais dans une représentation devient consciente. Et moi, j'ai travaillé avec un modèle qui est pas très loin de celui de l'intégration de l'information que vous avez cité, qui est le modèle de l'espace de travail neuronal global, qui a été développé par Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux et Lionel Nakache. L'idée étant que notre cerveau fonctionne comme une assemblée de modules, c'est comme des processeurs en fait, qui travaillent chacun de leur côté, travaillent en parallèle en fait. Le moment de l'accès à la conscience, c'est le moment de la coordination de l'ensemble de ces modules sur ce que l'on appelle un espace de travail global, qui consiste à ce que l'information soit partagée de façon homogène au travers de cet espace. Et ça, et en montrant qu'une information qui rentre dans le cerveau sans être consciemment perçue traverse ces modules jusqu'à d'ailleurs des niveaux d'intégration assez élevés. Par exemple, nous avons montré que l'on peut accéder inconsciemment au sens des mots. Si on présente des mots perçus de façon subliminale, c'est-à-dire présentés extrêmement brièvement, masqués, les personnes qui les observent n'ont pas conscience d'avoir vu des mots et pour autant, on montre que les régions cérébrales émotionnelles sont modulées par le contenu émotionnel de ces mots, ce qui veut dire qu'ils ont extrait en fait un attribut sémantique qui est le contenu émotionnel, qui fait que pourtant des mots très proches, le mot H par rapport au mot vache, par exemple, c'est physiquement presque le même mot, mais le sens est très différent et la valence émotionnelle est très différente et le cerveau extrait le sens sans même que le sujet ait conscience d'avoir vu un mot. Et donc, on peut montrer le trajet de l'information et ce qui nous intéresse, c'est quel est le trajet de l'information quand cette fois, l'individu a conscience d'avoir perçu un mot. Et on montre que la différence, c'est, on parle même d'ignition, c'est-à-dire vraiment d'allumage d'un espace dans lequel l'information est globalement partagée entre des modules centraux, en fait, qui coordonnent l'activité cérébrale. Voilà la démarche qui a été la mienne dans
dans ma thèse de sciences, qui était dirigée d'ailleurs par Stanislas Dehaene et Lionel Nakache. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la façon dont cette intégration consciente peut être perturbée. Alors, dans les pathologies, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les pathologies psychiatriques. Et puis, dans certains modèles pharmacologiques, est-ce qu'on peut utiliser des substances qui modifient le traitement conscient de l'information en utilisant ce qui n'est pas tout à fait un psychédélique, mais qui est, à mes yeux, dans la filiation, c'est-à-dire la kétamine, ou bien aujourd'hui des psychédéliques, pour mieux comprendre ce qui se passe lors de cette transition, qui est une transition non linéaire, brutale, au moment où émerge la conscience dans un cerveau. Donc, j'ai pas la réponse à l'échelle du vivant ou au-delà. Je suis pas vraiment psychique, je peux vous répondre cela. Mais en tout cas, à l'échelle d'un cerveau, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comparer la trajectoire d'une information selon qu'elle est inconsciemment perçue ou consciemment perçue. Professeur Gaillard, personnellement, je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation pour cette discussion de ce matin. Entre autres choses, ce qui l'a suscité, c'est bien sûr la parution en ce début d'année de votre livre intitulé L'humain augmenté, futur de nos cerveaux. Vous imaginez que cet ouvrage donc nous a considérablement, à la fois pour tout ce que vous y dites en détail sur le sujet que vous venez de rappeler et qui répondait à la question de Gaëtan, mais également pour tout un ensemble de réflexions que vous y développez et qui tournent autour de cette notion de augmentation, d'humain, disons le langage médiatique. Bien souvent, c'est l'expression qui est utilisée quand on veut parler de transhumanisme, ce qui est notre cœur de sujet pour ce qui nous concerne. Je dois dire que, à la lecture de votre livre, de nombreuses personnes de tout un ensemble des idées qui nous paraissent faire partie de ce qu'on considère comme le transhumanisme. Par exemple, vous estimez que la singularité technologique approche. La singularité technologique, donc ce moment où les intelligences artificielles deviendraient non seulement égales, mais même supérieures aux intelligences organiques humaines, et même s'augmenter elles-mêmes de manière continue jusqu'à nous faire basculer dans un monde à peu près imprévisible. Donc, ça, c'est une thèse très transhumaniste, notamment développée par un penseur comme Ray Kurzweil aux États-Unis et d'autres transhumanistes. Et donc, vous semblez valider à peu près, d'après ce que nous avons compris. Puis, par exemple, vous récusez la distinction entre réparation et vous justifiez même ce que vous appelez l'augmentation de l'homme par la médecine. À partir de là, nous avons été amenés à nous poser la question, parce que si ce n'était pas, il faut bien le dire, cette mauvaise réputation que traîne le mot transhumanisme, et puis le fait que, alors vous dites dans votre livre que ce mot ne vous plaît pas trop. Vous allez peut-être revenir, on va vous demander de revenir là-dessus. On se demandait, est-ce que vous ne seriez pas intéressé pour échanger, discuter comme nous allons le faire aujourd'hui, peut-être d'autres fois, jusqu'à éventuellement, je ne sais pas, collaborer de manière ponctuelle avec les représentants du mouvement transhumanisme. Parce que sur le fond, au-delà des mots, est-ce que nous ne parlons pas de la même chose? Voilà, évidemment, ça fait plusieurs questions sans doute dans une seule, mais vous êtes libre d'y répondre dans l'ordre que vous voulez. Alors, merci beaucoup pour cette question. Je crois que de toute façon, le fait que nous échangions aujourd'hui est au fond déjà une réponse à votre question. Je dois peut-être resituer la genèse de ma démarche. Comme je vous l'ai dit, je mène ces recherches à l'hôpital Sainte-Anne. Et puis, surtout, concrètement, je soigne des patients de toute la journée à l'hôpital Sainte-Anne. Le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an. Donc, je suis confronté à la nécessité de ces soins pour tant de personnes en souffrance et donc à la nécessité d'inventer de nouvelles façons de soigner pour améliorer la vie de toutes ces personnes en souffrance. Donc ça, c'est mon quotidien. Et je me suis aperçu que
il y avait toutes sortes de fantasmes en fait sur cette question centrale des interfaces cerveau-machine, qui étaient des fantasmes qui, pour l'essentiel, les situaient dans le futur, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas encore advenu et qui typiquement tient au champ de la science-fiction. Et donc ma démarche a consisté avant tout à faire l'inventaire de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'hybridation cerveau-machine par ces interfaces cerveau-machine, en partant de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce à quoi elles peuvent servir en matière de soins, ni de quelque chose qu'on pourrait complètement externaliser dans notre présentation, c'est-à-dire se dire c'est une histoire californienne qui est celle de Elon Musk avec Neuralink, mais ça ne concerne pas le reste du monde. Et donc mon projet était très pragmatique. Faisons l'inventaire de ce qui se passe, plutôt que de considérer que c'est le futur ou de la science-fiction, ou bien alors que c'est les lubies d'un milliardaire et que ça concerne un patient, qui n'appelle pas patient mais user, en Californie. Donc la démarche, elle commençait par là. Et partant de là, dans cette démarche qui est très pragmatique, j'ai voulu de ce que j'ai évoqué comme, à mon avis, justement, étant une connotation inutile, à savoir celle de la science-fiction. Alors, j'aime beaucoup la science-fiction. Je pense que la science-fiction peut même guider de façon très large la science. Mais je pense en même temps que si on veut faire entendre quelque chose comme un oracle, et tenter de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour ce qui est des mots et de l'utilisation des mots, c'est pas par conservatisme, mais je pense qu'il faut donner tout son potentiel aux mots qui existent déjà. Et le mot humanisme est un mot très fort dont on n'aura jamais fini de même que les mots qui tournent autour, ceux des humanités, par exemple, je pense que nous en reparlerons. Les disciplines, les humanités, c'est un mot très fort. Avant de transformer ces mots pour en faire d'autres, alors peut-être que je dois être d'autant plus prudent aujourd'hui que, entre-temps, j'ai été élu à l'Académie française, donc j'ai une responsabilité quant à l'utilisation des mots. Et c'est pas par conservatisme, hein, c'est vraiment par volonté de pleinement exploiter le sens et la puissance des mots. Et je pense que le mot humanisme est un mot tellement puissant et tellement central que je répugne un peu à l'agrémenter. Alors, je n'ai rien contre, en fait, vous l'aurez bien compris, le transhumanisme. Et comme vous l'avez pointé, vous l'avez redit, beaucoup des choses que j'ai écrites ont en fait des liens avec la pensée transhumaniste. Mais je pense que c'est important de pouvoir, d'une part, ancrer les choses dans le ici et maintenant, plutôt que dans une connotation qui très vite est celle, en tout cas aux yeux du grand public, de la science-fiction. Et puis d'autre part, de se donner les pleins moyens d'exploiter les mots tels qu'ils existent aujourd'hui, comme celui d'humanisme. Voilà en substance. Ensuite, si on rentre dans le détail, évidemment, j'aurais plein de choses à dire, comme médecin, par exemple, sur la frontière entre réparation et augmentation. D'abord, pour ce qui est des techniques que j'ai évoquées, donc celles qui permettent aujourd'hui à un individu, un patient tétraplégique, de commander un bras mécanique, à un individu paraplégique de retrouver la marche par un pont établi entre son cerveau et les régions de sa moelle épinière qui sont situées en dessous de la lésion de son rachis, ou bien encore chez un autre patient souffrant d'une maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, de certaines capacités de communication qu'il avait perdues, de cette paralysie générale de sa motricité. Eh bien, tout ça, c'est de l'ordre du soin, mais il est évident que ces mêmes technologies peuvent servir non pas seulement à restaurer une fonction perdue, mais à augmenter la fonction correspondante. Et donc, les mêmes technologies qui servent à réparer peuvent servir à augmenter. Alors, on parlera tout à l'heure des limites de ces augmentations, de ces modalités d'augmentation, mais en tout cas,
il faut souligner que les mêmes technologies qui permettent de réparer sont des technologies qui permettent d'augmenter. Puis je dirais même qu'au quotidien, pour le psychiatre que je suis, sur des choses beaucoup plus simples, qui sont par exemple, des traitements médicamenteux, je me demande si mon traitement a fait que corriger, réparer donc une pathologie ou s'il n'a pas en fait augmenté par rapport à une sorte de norme. J'aime pas beaucoup moi parler du normal parce que c'est pas si facile de définir ce qui est normal, mais bon, essayons. Les capacités d'un individu, c'est pas si facile. Quand vous prescrivez, par exemple, du méthylphénidate, la forme la plus connue, c'est la Ritaline, à un patient qui a un trouble attentionnel avec ou sans hyperactivité, vous me prescrivez pour le soigner d'un trouble qui peut être extrêmement handicapant. Et il est vrai aussi que ce traitement, qui est là pour corriger un trouble, hein, donc vraiment pour soigner, eh bien, vous pouvez vous poser la question par moment de qu'il rajoute en capacité de concentration chez cet enfant ou chez cet adulte, ce jeune adulte généralement, qui va au-delà de ce qui était et qui lui donne donc potentiellement un avantage par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas de TADA, de ce trouble-là, ADHD, on dit en anglais, qui ne bénéficient pas de ce traitement. J'ai certains patients qui, sous l'effet d'un traitement antidépresseur, de ce qu'on pourrait appeler une forme de force tranquille, hein, j'emprunte l'invention de Mitterrand, et cette force tranquille, bah, ça donne une puissance et donc pour lequel on peut se poser la question de quelque chose qui est allé au-delà de la réparation, le soin d'une dépression, et qui va jusqu'à l'amélioration. Donc ça n'est de toute façon pas simple en médecine de tracer la ligne qui séparerait la réparation de l'augmentation. Oui, effectivement. Et il y a aussi, donc vous avez mentionné que pas mal de scénarios, quand on envisage le futur de nos cerveaux, tournent autour des implants cerveau-machine. Et donc cette idée d'hybridation entre l'humain et potentiellement l'IA. Et donc comme le proposent des gens comme Ray Kurzweil ou même Elon Musk qui pensent que c'est la seule façon de rester en compétition avec ces futures créations qu'on va déployer, de capacités cognitives supérieures aux hommes. Si on peut vaut mieux les joindre que se faire battre par elles, on va dire. Mais vous pensez, il me semble que ce n'est pas une bonne idée, donc je serais curieux de savoir quel est votre raisonnement à ce sujet sur le concept d'hybridation entre l'humain et l'IA. Alors, non, je dirais pas du tout que c'est une mauvaise idée. Je pense que ce que je dis, c'est que c'est pas une idée, c'est une réalité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons déjà une forme d'hybridation faible. Alors, on reviendra sur les modalités d'hybridation en cours de l'histoire de l'humanité. Prenons là l'actualité, en tout cas ce qu'on a vécu par rapport à la technologie plus récemment. Nous vivons déjà une hybridation faible avec les objets technologiques qui nous entourent, ceux qui nous permettent d'enregistrer ce podcast, ceux qui permettent à nos auditeurs de le suivre, ceux qui font que pendant la durée de ce podcast, il est extrêmement difficile pour tous, pour nous qui parlons et pour ceux qui écoutons, de ne pas regarder d'autres choses sur son. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une situation qui consiste à vivre une forme de symbiose, une relation vraiment symbiotique, une relation continue avec ces objets et lui déléguer des compétences. Il fait par exemple, je vais donner un exemple complètement trivial, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, il nous est devenu difficile de retenir des numéros quand il y a ne serait-ce qu'une génération, chacun connaissait des dizaines en fait de numéros de téléphone, ou en tout cas facilement chacun une dizaine. Aujourd'hui, si vous faites un sondage, combien connaissez-vous de numéros de téléphone? Mais guère plus et encore. Donc vous voyez bien comment on délègue par la puissance du répertoire de téléphone une compétence. Donc c'est déjà une forme d'hybridation que je qualifie de faible. Et nous allons maintenant vers une hybridation forte, qui est celle d'une interface cerveau-machine qui court-circuite nos moyens de communication, c'est-à-dire nos sens,
la vue, typiquement, sur un écran, et notre motricité, le fait de devoir tapoter sur cet écran. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on soigne déjà des personnes avec des implants cérébraux et il est évident pour moi auront d'autres utilisations que celle du son, c'est-à-dire aussi de l'augmentation. Donc je suis pas du tout opposé à cela. Plus exactement, j'ai une sorte de je me contente du constat. C'est pas le futur, c'est déjà la réalité de l'hybridation interface cerveau-machine et bien au-delà des seuls effets d'annonce d'Elon Musk. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'intéresser aux effets secondaires et que, à mon avis, rien ne l'arrêtera. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout aux moratoires divers et variés. Je crois que c'est peine perdue, notamment parce que c'est inefficace. Quels seront les effets secondaires? Et une fois qu'on a identifié les effets secondaires, je suis pas du tout contre l'hybridation cerveau-machine. Je suis plutôt, une fois, c'est l'équivalent d'un réel politique, à constater que de toute façon, c'est une réalité. Et donc, face à cette réalité, qu'est-ce qu'on en anticipe en positif et en négatif, les effets secondaires, démarche classique de médecin, bénéfice-risque. Et puis, pour ce qui est des risques, comment on les réduit? Toujours une démarche classique de médecin. Professeur Gaillard, vous nous avez évoqué un point qui me paraît tout à fait important, à savoir la puissance des mots. Et à travers tout votre ouvrage, je pense comprendre que c'est en effet une dimension à laquelle vous accordez une très grande importance. Donc, je comprends avant même votre élection à l'Académie française, et c'est peut-être d'ailleurs cette démarche-là qui vous a conduit à cette élection. Au titre de membre de cette célèbre académie, vous êtes donc chargé de contribuer à définir ce qu'est la langue française. Mais vous nous l'avez bien dit, donc en même temps, vous êtes psychiatre. Ma question aux psychiatres, peut-être d'abord, la première question ici, c'est de vous demander, est-ce que vous considérez les mots modifient notre biologie? Est-ce qu'on peut dire que certaines structures de notre cerveau sont irréversiblement forgées par les mots qui nous habitent? Et alors, si on pense à la définition du transhumanisme qui dit que c'est l'amélioration de la condition biologique de l'humain par la technique, une autre question, c'est est-ce que vous trouverez choquant de dire que la parole, l'écriture, la lecture sont en quelque sorte déjà des techniques qui contribueraient au transhumanisme? Alors, je m'arrête là pour l'instant, puis question annexe si on en a le temps à ce sujet. Mais commençons déjà par là. Est-ce que la lecture pourrait être qualifiée, si on accepte le mot transhumanisme, d'une technique donc qui contribue au transhumanisme? Et c'est une question très intéressante et vous allez même plus vite que moi parce que moi j'en étais à l'hybridation cerveau-machine et sa puissance et ses effets secondaires. Et là, vous esquissez justement ce qui, à mes yeux, est une réponse possible ou en tout cas le moyen peut-être dans le temps long, d'autres expériences d'hybridation pour nous en inspirer. Et vous le dites dans vos termes, ceux du transhumanisme. Moi, je le dis plus simplement dans ceux de l'hybridation. Et je souscris tout à fait. En fait, encore une fois, au-delà des mots, nous nous rejoignons dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous avons connu un moment clé qui est celui de l'avènement de l'écriture, qui a été moment d'hybridation et de puissante hybridation. Alors, je vais détailler un peu ça, puis je vais revenir à la question de l'effet. Restons là pour l'instant sur l'écriture. Au moment où émerge l'écriture, on peut se dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait que nous déléguions à nos téléphones dits intelligents certaines facultés est tout aussi valable pour, à partir du moment où je dépose mon savoir hors de moi,
et que je considère qu'il existe et que je peux y recourir, le retrouver par la lecture, puisqu'il existe en dehors de moi, eh ben, j'ai le même procédé en fait d'externalisation de mon savoir et de réincorporation, et j'utilise ce mot à dessein, pour à nouveau retrouver ce savoir. Et donc le procédé est le même. Et d'ailleurs, il est analysé avec exactement le même type de critique dans un mythe qui est connu dans la philosophie, qui est celui de Teut, qui est raconté par Platon. Platon raconte ça dans son Phèdre. Ça vaut le coup qu'on prenne juste quelques minutes pour le raconter, parce que je trouve que c'est assez parlant. Platon l'appelle Teut parce qu'il le dit à la grecque, mais en fait c'est Thoth, le dieu Thoth, c'est-à-dire le scribe. Thoth, c'est donc un dieu égyptien qui invente entre autres l'écriture. Et Thoth, évidemment ravi de son invention, va voir le pharaon du moment, Thammuz, pour lui dire que son invention est formidable puisqu'elle va augmenter la mémoire de chaque homme de celle de tous les autres par le fait de l'écriture. Thammuz, qui n'est peut-être pas pharaon pour rien, et qui n'est donc pas bête, se montre critique et lui dit « Tu te trompes, ton invention faiblira les hommes parce qu'elle affaiblira leur mémoire, puisqu'ils n'auront plus besoin de se souvenir. » En fait, il critique le passage de la tradition orale, c'est-à-dire de la nécessité que chacun dépositaire de l'ensemble du savoir à ce moment où on externalise, en quelque sorte, on prend le risque de s'en déposséder. Et vous voyez dans cette critique du pharaon Thammuz exactement la critique que l'on fait vis-à-vis de notre téléphone portable, vis-à-vis de Wikipédia, vis-à-vis de Google. Parfois, on parle de cet effet Google, c'est-à-dire le savoir est en dehors de nous, ou bien maintenant de ChatGPT. Et donc, la critique, pour moi, est la même. Et si la critique est la même, je pense que le mécanisme est assez similaire. Et je pense que avec l'écriture, nous avons connu une grande hybridation qui a eu des effets secondaires. Alors, je reviendrai sur l'effet que ça a sur notre cerveau, mais à l'échelle de l'humanité, disons-le rapidement, lire n'est pas anodin. À lire, on peut se radicaliser, on peut se mettre, à force d'avoir lu, être déçu de sa propre vie, comme Madame Bovary. J'aime bien ce mot de Daniel Pénac, qui est celui de maladie textuellement transmissible. On ne sait pas rien à la lecture, mais ça a été quand même une aventure formidable pour l'humanité. Ça a été une aventure formidable pour l'humanité. On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que nous devrions nous en inspirer pour préparer notre hybridation technologique. Donc, mon propos, mais ça c'est une hypothèse. Il y a un certain nombre de choses dans ce livre dont je fais état comme de données scientifiques. Et puis, il y a aussi des éléments qui relèvent plus d'une démarche réflexive. Je formule l'hypothèse que l'hybridation que nous connaissons, l'hybridation technologique, elle est un nouveau chapitre, un écho à d'autres hybridations, dont l'hybridation, la grande aventure de l'humanité qui a été l'avènement de l'écriture, et à mes yeux, une très bonne façon de se préparer à l'hybridation technologique, notamment pour limiter ses effets secondaires, on reparlera de ces effets secondaires tout à l'heure peut-être, eh bien, c'est de répéter à l'échelle individuelle cette hybridation par l'écriture à la lecture. Et donc, toute une partie de mon livre est de fait un plaidoyer pour de cette grande hybridation de la lecture et l'écriture. Vous posez une question qui est celle des mots, l'effet des mots sur le cerveau. Et alors, vous avez tout à fait raison. Une caractéristique de l'être humain, c'est qu'il naît incomplet. Alors, il y a plein d'hypothèses pour rendre compte de cette incomplétude. On parle de néothénie, classiquement. L'hypothèse qui a le plus été avancée, c'est celle de la croissance justement du cerveau et du fait que notre cerveau, cet organe, prend tellement de place que pour que nous puissions à la naissance simplement sortir du ventre de nos mères, eh bien, il nous faut naître avant que nous soyons prêts. Et donc, nous naissons dans un état de complète incapacité. Par rapport à d'autres espèces, on voit le petit animal qui, dans les minutes qui suivent, se met debout et gambade ou presque, mais on est bien loin de cela. Alors, il se trouve que cette hypothèse de la taille de la boîte crânienne pour
pouvoir permettre l'accouchement est probablement pas juste et c'est probablement plus des questions ce qui est rendu possible par la gestation. Mais bon, peu importe. La réalité, c'est qu'on sait bien que le petit enfant, le petit humain est à peu près incapable et dans un état de grande dépendance. Et une particularité, alors évidemment, ça veut dire que sa mère notamment, en tout cas les adultes, vont devoir répondre à ses besoins, sinon il meurt, ça il n'y a pas de doute, c'est que quelque chose vient compléter son développement. Cette chose qui vient compléter son développement, au-delà de ce qu'il alimente et des soins qui lui sont apportés, eh bien c'est justement, ce sont justement les mots qui sont parachevés. Alors, sommes-nous seulement un moment parachevé? C'est pas si certain. Mais en tout cas, nous sommes accompagnés, portés par une strate de développement qui est celle des mots. Et les mots, bien sûr, ont un effet sur le cerveau. Moi je ne suis pas du tout dualiste, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté le cerveau, de l'autre l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui traverse le cerveau lui donne sa structure et les mots, leur structure au cerveau. Si on repart de la lecture, par exemple, la lecture, c'est une compétence, une expertise qui est majeure. Quand vous lisez, vous êtes capable de reconnaître un mot en quelques centaines de millisecondes, vous êtes capable de lire extrêmement rapidement. Et pour ça, eh bien, on sait que on recycle dans le cerveau les régions expertes dans la reconnaissance qui sont dans le cortex occipito-temporal gauche, donc derrière l'oreille gauche, classiquement, en tout cas chez les droitiers latéralisés, mais chez la plupart des êtres humains, c'est comme ça. Et ces régions sont des régions qui sont utilisées dans le monde animal pour reconnaître visuellement des objets. Eh bien, dans le développement de l'être humain, ces régions sont recyclées pour devenir expertes dans la reconnaissance des mots. Moi, j'ai travaillé sur la conscience, on l'a rappelé tout à l'heure, mais j'ai travaillé sur cette voie de reconnaissance experte des mots. Il existe même une aire cérébrale qu'on appelle l'aire visuelle de la forme des mots, qui permet de reconnaître de façon extrêmement rapide ces mots et dont on sait que quand elle est détruite, elle produit un symptôme qui est très curieux chez les patients, qu'on appelle l'alexie sans agraphie. Ça veut dire que ces patients deviennent incapables de lire et pour autant, ils sont toujours capables d'écrire. Ce qui est un phénomène très curieux, puisqu'il ne peut pas lire, mais il peut écrire, mais pas se relire. Donc, c'est un phénomène de dissociation qui montre bien que ce ne sont pas les mêmes régions cérébrales qui permettent de lire et d'écrire. Et donc, vous voyez bien que, en fait, avoir été traversé par des mots, eh ben, ça modifie la structure cérébrale, de telle sorte d'ailleurs que si on vient par détruire cette région, eh bien, ça produit un symptôme qui correspond à la destruction des neurones correspondants. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les mots modifient notre cerveau et je vais plus loin encore. Au-delà de la parole, je pense que l'écrit a une valeur très particulière et que cet écrit, dont je redis qu'il consiste à déposer hors de soi son savoir, puis le réincorporer, eh bien, c'est une hybridation qui, à mon avis, est la grande hybridation de l'humanité, qui fait de l'hybridation technologique aujourd'hui un nouveau chapitre de cette hybridation. Je vais vous titiller sur un exemple très particulier, très précis que vous utilisez assez abondamment, mais vous n'êtes pas le seul, loin de là, pour parler de ces questions. Donc, un mot très précis qui est le mot augmentation. Vous choisissez d'insister sur la notion d'augmentation. Par exemple, plutôt que de parler d'amélioration, et plutôt que de dire des améliorations, ben, elles peuvent parfois, est-ce qu'elles ne peuvent pas passer parfois par la diminution de quelque chose? De votre côté, par exemple, j'ai relevé dans votre ouvrage que vous allez jusqu'à écrire à un moment donné, augmenter peut consister à augmenter la capacité à réduire. J'ai eu l'impression d'une espèce de sorte de contorsion à ce moment-là. Je me suis demandé, on ne peut pas parler juste d'amélioration ou au moins, est-ce qu'on ne peut pas parler de modulation, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il y a une raison véritablement de choisir comme ça ce mot d'augmentation? Je rajouterai également que dans le langage médiatique, je vais dire en général, pour parler de transhumanisme, j'ai constaté depuis longtemps
qu'en France, on choisit très majoritairement de parler d'augmentation plutôt que d'amélioration. Par exemple, quand il s'agit de traduire l'anglais enhancement, on traduit 9 fois sur 10 par augmentation. Mais je constate aussi que bien souvent, il me semble que chez les auteurs, de manière sous-jacente, il s'agit de critiquer de manière implicite en disant, en sous-entendant que les transhumanistes s'intéressent essentiellement alors au toujours plus, à la performance. Vous voyez, il y a une critique de cet ordre avec le terme augmentation. De quoi s'agit-il de votre côté? Pourquoi cette... Alors, je pense que c'est intéressant votre question parce que c'est vrai que derrière ça, derrière cette prégnance du mot augmentation, il y a probablement un procès d'intention, pas de ma part, hein, mais d'autres, qui est celui de considérer que la trajectoire sera celle d'Icare, c'est-à-dire voler toujours plus haut et s'effondrer, tomber, s'abîmer dans la mer. Donc, je pense que c'est intéressant, votre question est intéressante. Alors, plusieurs choses. Premièrement, euh, il est important, c'est important, c'est-à-dire que on le voit chez un enfant, sa compétence, on a souvent pensé qu'il apprenait des choses en plus, mais en fait, selon lequel ce qui est grand correspond à une quantité élevée. Or, il va bien falloir qu'il apprenne que pour le dire de façon triviale, valeur d'un billet de banque n'est pas proportionnelle à sa superficie. Et si vous écrivez un grand 5, ça n'est pas un plus grand 5 en quantité qu'un petit 5. Donc, vous voyez hein, que l'abstraction 5 ne dépend pas de la taille 5. Donc, vous devez inhiber quelque chose qui pourtant, dans le schéma, dans la perception, vous dit de façon très immédiate, plus c'est grand, plus il y en a. Donc, ça peut être mis à profit pour d'autres choses. Par exemple, il y a un test très fameux de psychologie qui s'appelle le test du marshmallow, qui consiste à montrer qu'un enfant, alors je le dis de façon très triviale, mais on le met dans une pièce en face d'un marshmallow, et puis on lui dit que s'il ne mange pas son marshmallow, mais il en aura deux une demi-heure après, par exemple. On fait varier les durées. Et en fait, c'est pas simple du tout parce qu'il faut apprendre ne pas profiter du plaisir immédiat, sachant que le plaisir sera plus grand à avoir résisté à la tentation immédiate. Et d'ailleurs, ce test du marshmallow est intéressant parce que dans certaines études, alors il y a eu plein de débats, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sera un très bon prédicteur de futur. C'est-à-dire vraiment cette capacité à inhiber ce mouvement de satisfaction immédiate est quelque chose qui est prédicteur de beaucoup de choses dans la réussite future. Donc, vous voyez que ma contorsion, comme vous dites, augmenter la capacité à réduire, en fait, c'est très important. J'ajoute, et ça va dans le sens de votre remarque, qu'en même temps, dans le développement du cerveau, par exemple, il y a des grandes étapes qui consistent à supprimer des choses, c'est-à-dire supprimer des connexions. On pense toujours que le cerveau, il rajoute des connexions, mais en fait, il y a un vrai phénomène d'élagage dans le cerveau. Ça va dans le sens de votre propos, c'est-à-dire que il y a une sorte de principe de parcimonie qui fait que élagage comme on élague un arbre, c'est-à-dire on coupe des branches, hein, vraiment, en se disant bah ça sert à rien, je coupe, je supprime. Et donc ça procède pas de l'augmentation, du rajout, ça procède plutôt de la diminution. Et d'ailleurs, en matière de parcimonie, une des choses formidables du cerveau, c'est qu'il consomme très peu d'énergie. Hein. Vous savez que, j'ai juste cet exemple, mais on considère que notre cerveau, alors ça vaut ce que ça vaut ce type de comparaison, mais ça fait à peu près en termes de puissance de calcul un hexaflop, c'est-à-dire un de calcul par seconde. Ça consomme à peu près 20 watts et accessoirement 20% de notre énergie, ce qui est beaucoup, 20% de notre énergie, parce que c'est seulement 1,4 kg, hein, donc c'est beaucoup moins en termes de masse. Mais si vous prenez un supercalculateur de la même puissance, c'est 20 mégawatts.
Donc, c'est 1 million de fois plus de consommation d'énergie. Donc, il y a un vrai principe de parcimonie. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, que parfois, augmenter consiste à supprimer, hein, je dis même pas diminuer, mais supprimer, et donc optimiser, améliorer. J'en viens au dernier mot que vous avez utilisé, modulation. Moi, j'aime bien ce mot. D'abord, je trouve qu'il sonne bien, et c'est d'ailleurs le terme que nous avons choisi, nous, à Sainte-Anne. Nous avons créé, nous, non, peut-être tout à l'heure, un institut de neuromodulation, pour lequel nous avons tenu des financements importants, qui travaillent justement sur le développement de ces interfaces cerveau-machine. Et cet institut s'appelle Institut de neuromodulation. Donc, je vous rejoins, en fait. Nous ne l'avons pas appelé Institut de neuro-augmentation, mais Institut de neuromodulation. Cette augmentation, parfois, c'est augmenter les capacités à diminuer. C'est vraiment typiquement l'inhibition, et rappelons que l'inhibition est un phénomène central du développement, notamment d'un enfant. Parfois, c'est pas seulement réduire, inhiber, c'est même supprimer, c'est l'élagage. Et le total, on pourrait dire amélioration, optimisation. Tout ça, ça fait un peu trop management, je trouve, personnellement. Donc, moi, j'aime bien, c'est peut-être mon côté musicien, le mot de modulation. En tout cas, c'est celui que nous avons retenu pour notre institut de neuromodulation. Et justement, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit peu l'inventaire de ce qui existe pour justement moduler le cerveau à travers des implants ou des ponts entre la machine et l'humain. Je sais que par exemple l'entreprise Neuralink est la plus connue, je pense, aujourd'hui, parce qu'Elon Musk est aussi une personnalité très populaire. Lui, il me semble c'est l'idée d'implanter des filaments très fins dans la boîte crânienne qui vont toucher certaines zones du cerveau. Il y a aussi l'entreprise Synchron qui propose de mettre des stents dans le réseau artériel du cerveau. Et dans votre livre, vous parlez que on n'a pas accès au contrôle total du cerveau, donc il y aura forcément des déséquilibres qui pourraient apparaître. Et donc, je serais curieux de savoir quelles sont les différentes possibilités d'intervenir dans le cerveau. Est-ce qu'il y en a certaines qui seraient plus avantageuses que d'autres, qui pourraient permettre moins de... Oui, alors là, on revient à la question des effets secondaires. Et c'est important, je pense, d'en parler, que ce soit par un abord vasculaire, comme le propose Synchron. Donc, ça consiste à monter un dispositif dans la vascularisation du cerveau. Un peu, si on fait une comparaison, c'est typiquement ce qu'on fait quand on vient dilater les artères coronaires de quelqu'un qui fait un infarctus ou est à risque d'infarctus. Vous savez que avant, on faisait des pontages, c'est-à-dire qu'on ouvrait la cage thoracique et on réparait les artères coronaires. Maintenant, aujourd'hui, pour l'essentiel, il arrive qu'on fasse des pontages, ce soit nécessaire, mais plutôt on monte un petit ballonnet dans ces artères coronaires pour les dilater, puis on met dedans un stent qui les maintient ouvertes. C'est un peu le même principe, sauf qu'on va dans les artères cérébrales et on met en place par là, qui dans la vascularisation, donc dans les vaisseaux cérébraux, communique avec le cerveau lui-même. C'est la technique de Synchron. La technique de Neuralink étant plutôt de mettre en place une petite structure, on appelle ça puce, mais c'est pas tout à fait correct en fait, qui est équipée de milliers d'électrodes, plusieurs milliers d'électrodes qui rentrent dans la chair, vraiment dans le cortex cérébral, pour établir des connexions avec les neurones. Et l'interface cerveau-machine, dans les deux cas, va apprendre à décoder l'activité cérébrale pour lui permettre d'avoir un effet, par exemple, de commande d'un bras mécanique, ou bien pour un patient, je donne cet exemple puisqu'on a parlé d'écriture par un patient tétraplégique qui ne pouvait plus écrire, eh bien, il va dessiner par la pensée des lettres et il va pouvoir par la pensée écrire des lettres, et en écrivant assez vite, jusqu'à 20 mots par seconde. Sur un smartphone, aujourd'hui, on est plutôt à 40 mots par seconde et les teenagers à 60, mais 20 mots par seconde, c'est rapide, donc c'est impressionnant quand même comme capacité. Donc voilà ce qu'on est capable de faire, pour le dire de façon sommaire. Maintenant, la limite de cela, c'est que, et là, il y a quelque chose qui relève de la science-fiction pour le coup, en tout cas du fantasme de la science-fiction, c'est qu'on pense qu'à partir du moment où on a accédé au cerveau, que ce soit dans la méthode de Neuralink ou celle de Synchron, eh bien, on a accès à l'ensemble du cerveau. Or, c'est pas le cas. Parce que le cerveau, c'est un organe d'une complexité majeure,
1,4 kg, j'ai dit tout à l'heure, mais 1,4 kg constitué de 85 milliards de neurones en moyenne. Chacun est à 10 000 à 10 000 connexions, donc c'est 1 million de milliards de connexions. Et concrètement, quand vous mettez un implant à un endroit donné, il se retrouve à 15-20 cm de l'autre extrémité du cerveau. Donc ce qu'il enregistre, c'est l'activité cérébrale à proximité immédiate. Il ne vous donne pas accès à l'ensemble du cerveau. Pour le dire de façon triviale, il n'y a pas de port USB dans le cerveau. Vous n'avez pas moyen d'accéder à un endroit qui vous donne accès à l'ensemble du cerveau. Et puisque vous n'avez pas accès à l'ensemble du cerveau, vous n'accédez qu'aux fonctions cérébrales qui se situent à proximité de votre implant. Alors, ça, c'est important de comprendre parce que si c'est une région qu'il faut réparer, bah, vous pouvez, d'où elle ne partait pas, par exemple. Ou plus exactement, si cette région ne permettait plus de communiquer par le corps, du fait d'une tétraplégie, par exemple, vous prenez le signal là et puis vous commandez à l'extérieur. D'accord, mais vous ne prenez pas le signal ailleurs. Et donc, ce que vous augmentez, si c'est en matière d'augmentation, ou ce que vous modulez, ce que vous améliorez, eh bien, c'est une fonction de... Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce procédé d'augmentation par interface cerveau-machine se fait au profit d'une ou quelques fonctions, mais pas de l'ensemble. Et donc, premier effet secondaire à anticiper, eh bien, on crée une hyper-compétence dans un champ donné, mais pas dans les autres. Et ça, c'est pas rien d'un point de vue, alors, anthropologie, je vais dire dans ces termes. Ça veut dire que on rompt l'harmonie de l'homme. On est habitué quand même à une représentation de l'homme qui est celle d'une forme d'harmonie. Vous connaissez cette représentation de Léonard de Vinci de l'homme de Vitruve qui est contenu à l'intérieur d'un cercle et d'un carré, vraiment cette forme d'harmonie qui est physique, là, celle du corps, mais dans les cognitive d'un individu, on s'attend à une forme d'harmonie. Quand on élève un enfant, par exemple, on ne fait pas en sorte que ce soit un jet de maths. Petit bug, j'ai l'impression. Vous m'entendez? Il y a une coupure, vous êtes revenu là. Ouais. Je suis revenu? Oui. Alors, où est-ce que vous voulez que je reprenne? La phrase précédente, si vous avez à peu près en tête. Oui. Alors, il faut juste que je retrouve. Je vais reprendre de l'homme de Vitruve. Alors, c'est pas rien de rompre l'harmonie de l'homme parce que notre représentation d'un point de vue anthropologique, c'est quelque chose d'harmonieux. Vous savez que typiquement, la représentation de la Renaissance, l'homme de Vitruve chez Léonard de Vinci, il est contenu dans un cercle, dans un carré, il y a quelque chose d'harmonieux, ça c'est son corps, mais c'est la même chose pour son fonctionnement cérébral, ses fonctions cognitives. Et donc, si on rompt cette harmonie, bah, on rompt en fait la représentation qu'on a de l'homme. Quand on élève un enfant, on ne fait pas en sorte qu'il soit super fort en maths et incapable d'écrire correctement. On lui donne des compétences qui sont harmonieuses. Eh bien, cette modalité d'augmentation rompre cette harmonie. Et c'est pas rien parce que généralement, quand on a une hyper compétence dans un domaine, non seulement elle n'est pas dans les autres, mais souvent, elle se développe en plus aux dépens des autres. C'est-à-dire qu'on a cette tendance, quand on est très très bon dans un champ, on investit tout dans ce champ. Et donc, on risque de créer des individus qui auront des hyper compétences dans un champ donné et des défauts dans d'autres. Et ça, c'est pas anodin parce que c'est pas simple comme fonctionnement. D'ailleurs, c'est pas simple non plus en termes de société, comment faire fonctionner les individus entre eux, s'ils ont des hyper compétences et pas cette espèce de noyau commun, homogène, harmonieux à partager, c'est pas si simple. Donc ça, c'est le premier effet secondaire. Puis un deuxième effet secondaire qui est plus fondamental. Alors, juste sur le premier effet, on peut imaginer évidemment multiplier les implants. Mais même si on multiplie les implants, il y aura des limites. Et de toute façon, ça reste, du point de vue mathématique, quelque chose de discret. Ça veut dire que c'est pas continu, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de port USB dans le cerveau. Donc, c'est une vraie limite. Deuxième phénomène, qui, à mon avis, est beaucoup plus radical,
et qui intéresse le psychiatre que je suis, c'est que notre cerveau, il me fascine, il fait des choses formidables. Je travaille en recherche sur ses propriétés, mais au quotidien aussi. Je vous ai dit que le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an, c'est beaucoup, mais en fait, c'est rien à côté de la réalité des troubles psychiques. Je rappelle quand même que la schizophrénie affecte 1% de la population générale, trouble bipolaire 2%. La dépression, c'est une personne sur 5 au cours de sa vie, donc c'est ultra fréquent. Et on ne comprend pas très bien cette fréquence, pourquoi c'est aussi fréquent, pourquoi d'ailleurs c'est pareil partout. C'est pareil chez les Inuits, en Australie ou en Arkansas. C'est comme une caractéristique des êtres humains. L'une des hypothèses avancées, qui correspond à des travaux très intéressants depuis il y a quelques années dans une grande revue, une des plus grandes revues scientifiques par une équipe notamment israélienne, consiste à montrer qu'en fait, qui nous permet d'être très informatif. C'est-à-dire si vous enregistrez l'activité cérébrale de 2 régions distantes et que vous mesurez la façon dont elles communiquent entre elles, ces 2 régions cérébrales, et vous mesurez les caractéristiques du signal de communication entre ces 2 régions cérébrales, vous montrez que le code, il est très complexe, il est très informatif, il porte beaucoup d'informations. Si vous le comparez ce qu'il est chez le primate non humain, c'est d'ailleurs le singe, entre les mêmes régions cérébrales, eh bien vous constatez que chez le singe, ce codage, il est beaucoup plus simple, il est notamment beaucoup plus reproductible et de fait, plus fiable et plus robuste. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de l'évolution, nous avons bifurqué vers la complexité, c'est-à-dire la puissance en fait, aux dépens de la robustesse, la fiabilité. Et ça amène à quoi? Ça amène à ce que une toute petite erreur dans le codage, alors du point de vue cérébral, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait une micro-lésion qui fasse que le transfert d'informations soit un tout petit peu décalé. Eh bien, ce tout petit décalage qui rencontre un signal qui est moins fiable, eh bien, fait que ce signal dérive. Et s'il dérive, eh ben, ça crée des bugs. Et ces bugs, ce serait ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles psychiques. Notre cerveau, il est d'une telle puissance que, eh bien, par moments, ça dérape. Il y a des bugs. Et c'est ce dont nous faisons l'expérience dans les troubles psychiques. Je peux le dire de façon plus sommaire, notre cerveau ne se supporte plus. Alors ici, il nous permet de faire des choses formidables et il va permettre de faire des choses encore plus formidables. Et il y a un coup, c'est qu'une fraction d'entre nous rencontre ce moment où ça est une fraction très importante à l'échelle de l'humanité au travers des troubles psychiques. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe si, partant de ce constat, du fait que nous payons déjà du prix très fort des troubles psychiques, la puissance de notre cerveau, nous l'augmentons encore, par exemple par les interfaces cerveau-machine. Eh bien, là, je formule l'hypothèse. Encore une fois, je fais la distinction entre ce qui est de l'ordre de la preuve et de l'ordre de la réflexion. Donc là, je formule l'hypothèse, mais vous suivez mon raisonnement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si nous payons déjà au prix fort des troubles mentaux la puissance de notre cerveau, nous payerons ce prix à un prix plus élevé encore en augmentant sa puissance. Et donc, moi, je vois à la fois une réalité, et je pense qu'effectivement, on sera capable d'augmenter la puissance du cerveau, mais au prix de son harmonie, donc il faut le savoir, et au prix du fait que certains ne supporteront pas cette augmentation et souffriront de troubles au travers de cette augmentation, rencontrer davantage encore de troubles psychiques que les chiffres déjà effrayants que j'ai évoqués. C'est-à-dire, je m'attends à ce que cette augmentation s'accompagne de davantage de troubles psychiques. Alors, encore une fois, je vous ai dit, moi, je ne crois pas à quelque moratoire que ce soit. Puis en plus, j'ai dit aussi, d'ailleurs, je pense même que si on s'attend à ce que ça produise davantage de troubles psychiques, il faut redoubler d'efforts pour les utiliser pour soigner les troubles psychiques. D'ailleurs, la création, pour nous à Sainte-Anne, de cet institut de neuromodulation. Donc, je ne crois pas du tout qu'il faille s'arrêter en disant oh là là, oh là là. Non, je pense que ça, c'est un aspect. Et puis,
essayer peut-être de les prévenir, et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, s'inspirer de ce qu'on a connu au travers de l'histoire de l'humanité, d'autres grandes hybridations pour nous préparer à cette hybridation. Et notamment, moi, je formule l'hypothèse que pour nos enfants, par exemple, se préparer à l'hybridation technologique par la répétition de la grande hybridation de l'humanité, qui est celle de l'écriture et de la lecture, eh bien, c'est un très bon moyen de s'armer pour l'hybridation technologique. Dans ce que vous nous avez dit précédemment, vous avez pointé le fait que de fortes spécialisations, par des améliorations quelconques de nos capacités cognitives, pourraient déboucher sur davantage de difficultés à faire société. Et je voudrais vous amener sur ce terrain-là maintenant en vous hypothèse que vous formulez également dans le livre. Il me semble que vous envisagez que le creusement des inégalités pourrait être plus grave avec des améliorations cognitives qu'avec d'autres techniques. Et je dois dire que de mon côté, je me demande l'accès ou le non-accès à la lecture et à l'écriture. Autrement dit, la tendance à la discrimination, est-ce qu'elle est forcément liée à la complexité de la technique? Je veux dire que bon, l'écriture et la lecture, techniquement, il a fallu attendre à la fin du 19e siècle à peu près pour que l'accès à ces techniques commence à se généraliser et ne fasse plus l'objet de discrimination. Alors qu'auparavant, il me semble que le fait de ne pas pouvoir accéder à la lecture et à l'écriture, c'était une marque de discrimination et c'était une marque sociale, de classe, très, très, très forte. Donc, voilà, au fond, ça amène à se dire, est-ce que et l'action politique ne joue pas un rôle beaucoup plus important que le degré de complexité technologique? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une question très intéressante qui pose la question de l'inégalité d'accès aux technologies. Moi, je pense évidemment qu'il y aura une inégalité majeure d'accès à ces technologies et que, alors pour reprendre pour le coup le vocabulaire ou ce que dessine la science-fiction, on va vers quelque chose qui sera très cyberpunk, avec d'un côté des individus qui bénéficieront de technologies ultra avancées et ultra mises à jour, hein, ça va être un enjeu important, entretenu donc, et d'autres qui feront avec de la récupération. Donc c'est typiquement la récupération de l'univers cyberpunk. Ce qui est un vrai sujet d'ailleurs, hein. Même aujourd'hui, je le pointe juste comme médecin à l'échelle, on est confronté à des situations comme ça, hein, de start-up qui développent majeures, dont bénéficient des patients et qui font faillite. J'évoque dans mon livre le cas d'un patient allemand, Marcus, qui souffre d'une modalité très particulière de céphalée, de maux de tête, qui sont épouvantables, hein, qui sont des maux de tête à se défenestrer, et qui va bénéficier d'un implant qui vient stimuler un ganglion particulier en permanence et qui change sa vie, hein, vraiment. Et c'était terrible et ça change tout. Sauf que la start-up en question fait faillite et qui va se retrouver, alors il se trouve qu'il est ingénieur, mais à lui-même devoir faire un bricolage pas possible pour juste changer la pile du stimulateur. Donc on voit bien qu'on va très vite aujourd'hui, début du 3e millénaire, déjà dans le bricolage chez soi, comment je change la pile de mon stimulateur, quand la boîte qui m'a permis d'en bénéficier et de changer ma vie fait faillite. Donc on voit bien comment on va très vite vers ce type, pas seulement de littérature, que j'aime bien d'ailleurs, mais de réalité. Donc vous avez tout à fait raison, il y a un vrai enjeu d'inégalité, pour lequel il n'y a d'ailleurs pas de bonne réponse, hein, à mes yeux, parce que dans le même temps, si on était tenté de se dire que ça doit appartenir uniquement au bien public, au bien commun et donc pas au privé, eh ben, on stériliserait toute la recherche. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a une pullulation de start-up, une sorte de darwinisme entrepreneurial, parce
Et dans le même temps, il faut que la puissance publique puisse protéger les individus, parce que si vous avez un implant dans votre corps, eh ben, c'est pas possible que vous soyez abandonné sous prétexte que l'entreprise qui a permis que vous ayez cet implant fait faillite. Donc, c'est pas simple, en fait, d'un point de vue économique. Et ça, c'est l'inégalité d'accès à la technologie. Maintenant, vous pointez, plus grave, que cette inégalité, elle a existé au innovation, l'hybridation majeure à laquelle je fais référence, celle de l'écriture et la lecture. Et je suis d'accord avec vous. Bien sûr que ça a été un élément majeur d'inégalité. D'ailleurs, au passage, ça l'est toujours. C'est-à-dire que les capacités de lecture, ou simplement l'accès à la lecture, ou la valorisation. Mais c'est là justement que vient la question de ce que la puissance publique peut faire de façon, je dirais presque autoritaire, en tout cas très incitative, pour changer la donne. C'est-à-dire que si mon hypothèse est la bonne, à savoir le fait que l'hybridation par l'écriture et la lecture est la plus à même de nous préparer à l'hybridation technologique, ben en fait, la puissance publique devrait redoubler d'efforts et pas être dans cette situation qui consiste à banaliser cet enjeu, euh, euh, court-circuiter. Court-circuiter, ça veut dire, à mon avis, par exemple, donner accès trop tôt à la technologie. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux, les humanités, c'est-à-dire la culture classique et la technologie. Je pense que si on fait ça auprès d'un enfant, on sait très bien quel est son choix. Donc, c'est peine perdue. C'est aberrant de faire ça. Hein. Moi, je pense par contre qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut commencer par se préparer aux choses. Je dirais, d'un point de vue médical, de la même façon qu'on ne laisse pas boire de l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité, il faut commencer par des choses qui préparent le cerveau, parce que lire, comme vous l'avez pointé, comme j'ai répondu tout à l'heure, ça transforme le cerveau. Et si ça transforme le cerveau, ça le transforme pour le préparer à d'autres choses. Et donc, pour moi, là, il y a un enjeu vraiment qui relève de la puissance publique, d'une décision qui consisterait à faire le pari de ce qui peut nous préparer au mieux à la rencontre avec la technologie. Parce que demain, l'inégalité, ça ne sera pas seulement l'inégalité rapport à l'accès à la technologie, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens auront les choses les plus up-to-date, ça sera l'inégalité de la tolérance de la technologie. C'est-à-dire que, et ça c'est le pire en fait, hein, c'est que certains de nos cerveaux ne supporteront pas l'augmentation. Comme aujourd'hui, certains de nos cerveaux bug, développent un TOC, développent une dépression, développent une schizophrénie, alors que collectivement, cet organe nous permet de faire des choses qui définissent d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat de l'inégalité, et même de l'inégalité par rapport à la grande hybridation que j'ai évoquée, lecture-écriture. Mais justement, moi, je pense que nous devrions, et là c'est de l'ordre de la responsabilité de la puissance publique, la plus armée possible à ce que nous allons connaître, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que nous vivrons dans un univers d'interface cerveau-machine. C'est assez intéressant parce que vous parlez d'inégalité vis-à-vis de la tolérance aux implants. Et c'est un sujet qu'on retrouve je le mentionne pour les auditeurs si jamais ils ont eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, c'est un jeu vidéo et c'est aussi une œuvre assez développée dans la littérature, où il y a des gens qui deviennent, on va dire, cyber psycho, c'est-à-dire qu'à force de trop s'améliorer, ils pètent les plombs. Et donc, je trouve que c'est vachement évocateur aussi du fait que la science-fiction a souvent tendance à voir juste finalement sur certaines tendances et proposer des scénarios. Ouais, moi, je souscris tout à fait. C'est tout à fait dans cette idée-là. C'est très juste. Alors, je pourrais donner un autre exemple pour le rendre plus concret, qui est celui des substances. Là, on passe d'interface cerveau-machine, mais
Prenons l'exemple des substances. Dans ce livre, je parle aussi des substances, par exemple des psychédéliques. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'on développe dans cet institut de neuromodulation, on est pionnier d'ailleurs, l'utilisation des psychédéliques à visée thérapeutique. Eh bien, les psychédéliques, c'est très prometteur, ça soigne de façon très puissante certains troubles psychiques, mais c'est pas anodin en fait. Je sais bien qu'il y a tout un courant de développement, type développement personnel, qui en fait largement usage. Bien sûr qu'il y a des cerveaux qui ne supportent pas les psychédéliques, bien sûr, et que ça peut être catastrophique. Je pourrais dire d'une façon plus triviale aussi, quelqu'un qui consomme de la cocaïne, substance interdite, substance dangereuse. Donc, il ne faut pas consommer de la cocaïne. Mais objectivement, la majorité des personnes qui va consommer un peu de cocaïne, ça va pas lui faire grand-chose en fait. C'est-à-dire que ça aura un effet le temps d'une soirée, pas beaucoup d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires et pas de nouvelles consommations. Et pour une fraction d'entre elles, non négligeable, mais pas la majorité, eh bien, c'est une catastrophe parce que c'est le début de la descente aux enfers et d'une maladie terrible qui est celle de la dépendance à la cocaïne. Donc, vous voyez bien comment nous sommes inégaux, en fait. Certains cerveaux, par la fréquentation d'une substance, à la différence des autres et peut-être de la majorité des autres, vont devenir malades. Et vous voyez comment quelque chose qui d'ailleurs est de nature à augmenter, la cocaïne, la rapidité, les capacités de concentration, etc., va avoir pour une fraction minoritaire de la population des effets catastrophiques. Donc, vous voyez, je donne un exemple trivial là pour qu'on comprenne bien que ces sources d'inégalité, en plus, vous ne pouvez pas le prédire avant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un test avant la soirée pour savoir si consommer de la cocaïne est dangereux pour vous ou pas. Vous pouvez juste dire que c'est interdit et c'est dangereux. Et il faut le redire. Mais vous voyez, ce propos vise à illustrer le fait que cette démarche qui est inéluctable, elle aura un coût, et à mon avis, un coût en termes de troubles psychiques. Et je pense qu'il vaut mieux regarder ça les yeux dans les yeux, vraiment de façon la plus objective possible, et trouver les moyens de s'y préparer. Alors, à la fois pour éventuellement lutter contre les problèmes de différence d'accès ou pour essayer d'améliorer, d'être plus efficace dans l'utilisation des interfaces humain-machine, cerveau-machine, il y a un nouvel acteur qui a émergé sur la scène scientifique et technologique ces toutes dernières années. Évidemment, c'est un petit peu l'éléphant d'ailleurs dans le studio d'enregistrement. Nous n'avons guère encore parlé d'intelligence artificielle. Vous suggérez dans votre ouvrage, dans le futur de nos cerveaux, d'améliorer la relation entre l'IA et l'humain grâce à la littérature, grâce à l'usage des mots et donc en partie de la fiction. Et je me demande, d'une part, je trouve ça en effet tout à fait pertinent et intéressant. D'un autre côté, je me demande, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il va suffire d'insister pour que nos enfants lisent, par exemple, de leur côté? Ou de notre côté, est-ce qu'il va aussi falloir que l'IA se nourrisse de littérature? Est-ce qu'il y a ça dans votre idée? Parce que, par exemple, pour l'instant, on nourrit l'IA, j'ai l'impression, de un petit peu tout ce qu'il lui tombe sous la main. On lui donne à avaler en partie de la littérature, mais peut-être qu'en proportion, on ne le fait pas assez. Est-ce qu'il faudrait alimenter nos IA de bien davantage de littérature, de se nourrir de ces mots-là pour que la relation à l'humain se fasse d'une manière qui soit, par exemple, davantage humaine, ou bien, par exemple, je sais pas moi, juste développer encore davantage d'heures de lecture. On parlait je veux dire, à l'école, on parlait tout à l'heure, vous parliez de mode incitatif de l'État pour faciliter cette transition et cette fusion homme-machine. Est-ce que ce serait ce genre de biais, est-ce que c'est ce genre de moyen, est-ce que ça serait suffisant à votre avis ou est-ce qu'il faut penser? Alors, merci d'amener l'IA sur le tapis, là, je pense que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs,
Je vous ai dit que je m'attachais à distinguer ce qui relève de la preuve et ce qui relève de la réflexion, de l'hypothèse, des déductions, éventuellement, c'est du raisonnement, ou d'ailleurs d'un raisonnement inductif, hein, parce qu'on peut valoriser d'autres modalités aussi de réflexion. Mais il se trouve que l'IA, à mes yeux, a apporté des arguments puissants à mon propos. Mon propos étant donc celui des effets de la lecture sur le cerveau, en fait, hein, pour le transformer et le préparer à d'autres exercices. Et au moment où j'avais ces réflexions, sont arrivées les IA génératives et dont il faut rappeler parce que finalement, curieusement, on le dit pas, on n'a pas conscience de cette réalité, mais que sont ces IA génératives? Elles ont la structure des IA d'aujourd'hui qui sont donc au fond, les héritiers des modèles connexionnistes tels qu'ils ont été inventés, pensés en tout cas, dès les années 1900. En fait, on n'avait pas la puissance de calcul, c'était ça la limite. Et ces modèles connexionnistes, c'est quoi? En fait, c'est des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est quoi? C'est une imitation de notre cerveau, en tout cas de couches superficielles de notre cerveau. Ça veut dire que c'est évidemment des neurones virtuels, mais peu importe. L'idée, c'est que on laisse évoluer un réseau de neurones qui apprend au gré plutôt que de lui dire: «Si cela, alors ceci», qui était la façon, symbolique de programmer. On laisse évoluer un réseau de neurones dans sa fréquentation du monde. Donc le hardware, la structure de ChatGPT, c'est ça. Ensuite, les génératifs parce qu'elle est construite par la reconstitution constante de texte. C'est-à-dire qu'en gros, ça consiste à faire lire à ce réseau de neurones des textes qui sont des textes à trous qu'elle reconstitue, et donc c'est pour ça que c'est génératif, de sorte que elle prend sa forme, le réseau de neurones prend sa forme par la lecture. Et ça, on omet toujours de le dire, mais au fond, qu'est-ce qui a rendu ChatGPT intelligent? C'est d'avoir lu. On prend une imitation de notre cerveau, on lui fait lire des milliards de pages et émerge ce qui, à mes yeux, est une forme d'intelligence. Autrement dit, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, preuve ou pas preuve, là, il y a quand même la démonstration in silico du fait que si vous prenez une imitation de notre cerveau et que vous le soumettez à la lecture, il devient intelligent. Et donc, pour moi, c'est un élément majeur aujourd'hui de l'observation de la puissance de ChatGPT et un argument dans ma réflexion. Ça transforme le cerveau au point de rendre intelligent. Je vais prendre un exemple plus concret, parce que j'ai échangé avec un chercheur de Microsoft qui avait fait une expérience intéressante, qui m'avait fasciné. J'avais eu cette discussion avec Laurent Alexandre, avec lequel j'ai eu souvent des discussions. Et donc, j'ai poursuivi avec Sébastien Bubeck, qui est chez Microsoft. En fait, on éduque une IA générative à résoudre des équations du 3e degré. Puis, on lui présente des équations du 4e degré. Évidemment, elle ne résout pas ces équations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, en maths, il faut avoir appris des trucs. Il y a vraiment des trucs, une sorte de boîte à outils pour résoudre ce type d'équation. Elle n'y arrive pas puisqu'on ne lui a pas appris. Qu'est-ce qu'on fait? On fait lire des millions de pages, ce ne sont pas des pages de maths, en fait, à cette IA. On lui représente les équations du 4e degré, bien, elle les résout. La structure du texte, hein, vraiment l'arbre syntaxique, les mots, leur agencement, l'organisation sémantique, etc. Eh bien, ça génère quelque chose qui se déploie dans d'autres compétences, en l'occurrence les mathématiques. Vous voyez comment la lecture même développe des compétences dans d'autres registres que sont ceux des mathématiques. Donc, encore une fois, avec les IA génératives. Donc, je pense le premier point de mon propos. Ensuite, le deuxième, c'est de dire que moi, je ne crois pas à un affrontement IA intelligence humaine. Je crois à une hybridation. Je pense que j'ai parlé d'hybridation faible dans nos rapports avec nos objets connectés. Ça ira très vite, cette modalité d'hybridation. Je pense déjà que le rapport que nous avons, c'est notre propriété d'ailleurs de ces IA génératives, de ChatGPT, c'est-à-dire leur modèle conversationnel, ça procède de l'hybridation. Moi, j'utilise ChatGPT régulièrement,
pas tant pour les connaissances que j'en extrais, mais pour l'interaction que nous avons. Donc l'interaction que nous avons, c'est donc une forme d'hybridation. Cet aspect conversationnel est une forme d'hybridation. Et donc, tout ce que l'on peut faire de notre côté comme du côté de ces modèles pour le rapprochement sera utile. Alors, vous posez une question très intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait biaiser un peu l'éducation de ces IA vers des corpus qui se prêtent davantage à cette interaction? Alors, j'ai pas pensé à cette idée que l'orienter davantage vers la littérature plutôt que d'autres corpus lecture pour avoir des effets dans l'interaction avec nous, mais je pense que c'est très juste parce que, par exemple, chez l'être humain, ce que l'on constate, c'est que la lecture développe des capacités d'empathie, c'est-à-dire de représentation de ce que pense l'autre, bien mieux que toutes sortes d'autres objets, y compris par exemple de représentation visuelle, type télévisé. C'est pas la même chose, si vous voulez, de lire ce qui décrit le comportement d'un individu et donc d'insérer l'état mental d'autrui, que de le voir représenté en train de jouer tel qu'il est joué par un acteur. C'est pas la même chose. L'effort de reconstruction mentale n'est pas le même. Et donc, je souscris à votre hypothèse. Peut-être que ça aurait un effet. Et de toute façon, donc ces réseaux sont mis à disposition là. On va voir apparaître un terrain de jeu passionnant, c'est-à-dire qu'est-ce que on met comme, on va dire, dispositif d'éducation minimale d'une IA générative, qu'ensuite on peut éduquer de façon biaisée dans un champ donné. C'est-à-dire que on va orienter son éducation en fait vers essentiellement un champ plutôt qu'un autre, et quel effet ça fait et quelles propriétés ça développe. Et est-ce que ça développe pas d'ailleurs des effets que simplement le style, parce que le résultat qu'on attend immédiatement, c'est le style, mais ça peut être tout à fait des choses différentes, et peut-être que c'est effectivement du côté de la représentation de l'autre qui améliorerait donc l'interaction que nous devons avoir. Et puis alors, côté être humain, bah, moi je reviens au fait et que dans le même temps, nous cessons de lire, c'est ce qui se passe dans l'ensemble, ben, je trouve ça très inquiétant en fait. Parce que ça veut dire que pour le coup, là, il y a un effet de vase communicant qui consiste à ce que tout ce que nous avons écrit et qui aujourd'hui en plus est enrichi par tout ce qu'écrit l'IA, devient ce qui éduque l'IA, mais qui ne nous éduque plus. Et alors moi qui appelle de mes voeux une hybridation réussie, bah, là il va y avoir un déséquilibre parce que d'abord on est suspect de devenir bête, puisque c'est apparemment quelque chose qui rend intelligent, mais ensuite se crée un déséquilibre entre d'un côté une IA qui est rendue intelligente par la lecture et de l'autre un cerveau humain qui ne pratique pas ce qui rend intelligent, c'est-à-dire la lecture. Donc moi je pense, mais alors encore une fois ça c'est l'objet d'un pari, que nous devrions avoir une politique très active d'incitation, mais presque autoritaire, hein, pour ce qui est de nos enfants, à la lecture, et qu'on devrait l'avoir d'autant plus que, comme vous l'avez pointé, sinon, c'est les différences sociales qui s'appliqueront. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'accès à la lecture n'est pas le même selon le milieu social auquel on appartient. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu très important de décision des pouvoirs publics, y compris dans l'éducation, qui va au-delà de est-ce que je coupe l'accès à Internet ou pas la nuit, à la chinoise, comme ça a été décidé l'été dernier, qui est une décision intéressante. Hein, pour satisfaire la vocation totalitaire d'un régime. Mais à mon avis, c'est plus complexe que ça. Et donc, peut-être qu'il faut que nous soyons capables de prendre des décisions qui soient des décisions fortes pour préparer les cerveaux de nos Très enfants. bien. Et est-ce que vous avez le temps peut-être pour une dernière question, ou l'équivalent de deux, en essayant d'être Oui. bref? Malheureusement, c'est une question qui demanderait presque un épisode entier pour l'explorer, mais ça rejoint donc l'IA et aussi votre sujet de thèse qui est la conscience. Et donc la question c'est, est-ce que à terme, il est possible que l'intelligence artificielle, en plus de devenir encore plus intelligente en lisant de plus en plus, elle pourrait être aussi
devenir consciente. Parce que la conscience pourrait émerger sur un substrat informatique. Et si c'est le cas, donc ça voudrait dire qu'elle deviendrait des patients moraux et peut-être qu'il faudrait retravailler la loi et reconnaître ces IA comme des personnes avec des dignités, des droits propres. Je ne sais pas ce que vous Ouais, c'est un énorme sujet. Il faudrait faire une émission entière sur le sujet. C'est un sujet passionnant. Alors, plusieurs choses. Je vais essayer d'y répondre de façon plus brève. J'ai dit, normalement, le psychiatre, il écoute simplement. C'est sa vocation principale. Computationnelle, celle que je pratique. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle théorique à ce qu'émerge une forme de conscience dans une intelligence artificielle. Je pense que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, je suis pas dualiste. Hein, vraiment, je pense que tout est incarné et donc je vois pas d'obstacle théorique à ce qu'émerge une forme de conscience dans un dispositif type intelligence artificielle. Alors, ça va probablement prendre beaucoup de temps parce que je pense que c'est difficile sans qu'il y ait justement une forme d'incarnation, c'est-à-dire de relation au monde qui soit afférentée, c'est-à-dire qui procède vraiment de l'interaction et une action physique sur le monde, une motricité. Or, il faut avoir conscience du fait que le progrès de l'IA a été fulgurant par la lecture. Je dois dire que c'est la transition majeure qui fait d'ailleurs que certains n'ont pas vu venir, hein, y compris des sommités de l'IA, Yann Lequin par exemple, etc., ont été débordés au fond. Hein, ils détesteraient que je dise ça, mais par cette émergence. Et simplement, la lecture a produit un saut spectaculaire, immédiat d'émergence d'intelligence, en tout cas de compétences. Certains disent que c'est pas de l'intelligence, c'est des compétences. Moi, je pense qu'il y a une forme d'intelligence. Bon, on n'a plus le temps d'en débattre, mais c'est sans interaction avec le monde. À partir du moment où on rajoutait de l'interaction avec le monde, tout ce qui est l'apprentissage ultra rapide va choper sur le fait que interagir avec le monde, ça prend beaucoup de temps. Voir un enfant qui commence à interagir avec le monde, ça prend énormément de temps. Et donc là, il y a un ralentissement colossal des progrès de l'IA dans cette interaction. En tout cas, c'est ma prédiction. Cela étant, je vois pas d'obstacle théorique à ce que ça se fasse, donc je vois pas d'obstacle théorique à ce qu'émerge une forme de conscience. L'étape suivante, c'est qu'est-ce que c'est que cet objet et comment on le considère. Et alors, ça pose plein de questions parce que, par exemple, je fais de l'expertise judiciaire et dans les questions qu'on me pose, il y a celle de l'irresponsabilité. Est-ce qu'un individu, au moment de l'acte, était atteint d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes? Eh bien, qu'est-ce que le discernement? Qu'est-ce que l'intentionnalité? Et donc, évidemment, que ça va poser des questions qui sont des questions juridiques. D'une autre façon aussi, si les choses sont incarnées, si elles sont incarnées, eh bien, il y aura souffrance. Je ne devrais pas être autorisé à la faire souffrir, comme je ne suis pas autorisé à faire souffrir un être humain ou un être vivant d'ailleurs. Hein. C'est heureusement que la loi le caractérise aussi pour les espèces animales. Donc, il y aura le sens de la responsabilité et il y aura le sens de la protection aussi, parce que si j'éprouve, je peux souffrir. Si je peux souffrir, je dois protéger. Voilà, donc je réponds très brièvement à un sujet sur lequel on pourrait passer 2 heures et qui est passionnant, que celui de l'émergence de la conscience. Oui, c'est vrai que c'est fascinant et je pense que c'est on va laisser, on va fermer ce podcast sur cette question. Est-ce que les IA seront conscientes? Et effectivement, c'est ça comment dire? Le futur est vraiment très... la science-fiction se rapproche de plus en plus, j'ai envie de dire. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il y aurait encore énormément de choses. En fait, nous avions d'autres questions prévues, mais nous devons vous libérer. Et alors, qui sait, peut-être est-ce que cela pourra faire l'objet d'autres discussions. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'étais ravi d'échanger avec vous.